Bonjour, je suis directeur de recherche au CNRS, donc je suis simplement chercheur en fait. Je suis détaché au centre de recherche de Météo France. Et je vais vous parler d'un travail que j'ai effectué dans le cadre de la thèse. Donc on a effectué dans le cadre de la thèse de Maya Constantini, que j'ai dirigée, avec aussi une collègue chercheuse à Météo France, Jeanne Collin. Donc moi, je vais vous parler de ressources en eau à l'échelle de la planète. Donc la ressource en eau, c'est l'ensemble du stock d'eau continental qui est exploitable par l'être humain. Donc c'est tout qui est synthétisé par toutes les petites images que vous voyez ici. Et donc ce stock d'eau, pour le replacer dans un cadre plus général, il provient de toute l'eau qu'on a sur Terre. Donc comme vous avez pu le voir, ou comme vous le savez déjà, ou comme vous l'avez appris à l'école, l'eau sur Terre, 97% est salée, donc elle n'est pas exploitable. Donc seulement 3% est douce, donc c'est pas beaucoup. Et de ce pas beaucoup, 70% est concentré dans les glaciers antarctiques ou groenlandais, donc non exploitables. Seulement 1% est représenté ou est contenu dans les rivières, les lacs, les sols superficiels, les marécages, etc., etc. Et 29% à peu près sont contenus dans les aquifères, c'est-à-dire les structures géologiques perméables qui contiennent les nappes d'eau souterraines. Donc c'est là où vous allez chercher de l'eau quand vous allez la prendre dans un puits, quoi. Donc la ressource en eau, c'est simplement ces 30%-là. Donc 30% de 3%, quoi. Donc c'est pas beaucoup. Donc cette ressource en eau, elle est régie par le cycle hydrologique global, qui veut que, sous l'effet principalement du soleil, l'océan va se réchauffer, va s'évaporer, donc ça va créer de la vapeur d'eau dans l'atmosphère qui va se déplacer sur les continents, et sur les continents, cette eau va tomber en précipitation. Donc ça, c'est l'apport à ce qu'est notre ressource. Cette précipitation, elle va se diviser entre ruissellement de surface qui va aller nourrir les rivières, les lacs, etc., ou l'infiltration qui va aller nourrir nos sols superficiels. On va avoir une perte d'eau par écoulement vers les océans et une autre perte d'eau par évapotranspiration. Donc l'évapotranspiration, c'est quoi? C'est la somme de l'évaporation de tout ce qui est les rivières, les lacs, les sols ou la neige, par exemple. Donc de la sublimation de la neige et de la glace, voilà ce que je viens de dire, ou de la transpiration des plantes, c'est-à-dire que les plantes vont aller puiser de l'eau dans le sol pour pouvoir survivre. Elles boivent, si vous voulez, comme nous, et elles vont transpirer vers l'atmosphère. C'est le plus gros flux, c'est à peu près 68% de l'évapotranspiration globale. Donc ensuite, le peu d'eau qui s'est infiltrée dans les sols peut s'infiltrer encore plus profondément pour aller recharger les nappes aquifères. Et ces aquifères, une toute petite partie peut être réévaporée puisqu'ils vont échanger par capillarité avec les sols superficiels, et certains arbres peuvent avoir des racines qui vont aller puiser l'eau dans ces aquifères. Et ils vont aussi échanger avec les rivières. C'est pour ça que vous avez en été de l'eau dans vos rivières, c'est parce que les aquifères vont se déverser dans les rivières pour soutenir ce qu'on appelle les débits d'étiage. Donc une fois qu'on a dit ça, on peut aussi aller voir qu'est-ce qui perturbe ce cycle hydrologique naturel. Et donc le premier perturbateur, c'est l'être humain via le changement climatique. Donc ici, je vous ai représenté une figure assez parlante du GIEC qui montre ici, sur les 60 derniers millions d'années, l'évolution de la contenue en CO2 de l'atmosphère. Voilà, vous pouvez voir que cette concentration a diminué tout au long des 60 derniers millions d'années, a continué à diminuer sur les derniers 10 millions d'années. Et si on regarde le dernier million d'années, on va faire un zoom, on va voir que ces concentrations ont oscillé de l'ordre de 100 ppm à peu près sur 100 000 ans. C'est pour ça qu'on a des cycles glaciaires et interglaciaires. Et aujourd'hui, on est sur un cycle interglaciaire, c'est-à-dire qu'il fait plus chaud que lors d'un cycle glaciaire, quoi. On est en haut, voilà. Et si on part de ce haut-là, aujourd'hui, en l'espace de 200 ans,
on a réussi à augmenter les concentrations atmosphériques en CO2 de 200 ppm pour arriver à un taux de 426 ppm qu'on n'avait jamais vu depuis à peu près 14 millions d'années. Voilà, c'est pour vous situer un petit peu l'ampleur du problème. Donc, à ce fait est associé des variations de température. Donc vous pouvez voir ici, sur la même échelle. Donc vous pouvez voir que la température a évolué de la même manière que le CO2. Plus j'ai de CO2, plus la température est forte, ou moins j'ai de CO2, moins la température augmente. Donc c'est la température globale de la Terre relative à la moyenne sur la période 1850-1900, ce qu'on appelle la période pré-industrielle. Et vous avez ici, aujourd'hui, la tendance depuis 1850 de la température globale. Et on est à peu près aujourd'hui à un niveau de réchauffement de 1,26 degrés à l'échelle globale. Donc si on se projette un peu plus dans le futur, donc les gens qui travaillent sur les scénarios socio-économiques ont édité ces scénarios en 2014 à peu près. Donc on peut voir des scénarios optimistes de concentration qui vont augmenter puis diminuer ensuite jusqu'en 2300. Bon, ces scénarios sont déjà obsolètes. On a des scénarios plus modérés, comme le jaune, là, qui augmentent et après qui stagnent. Et des scénarios, alors là, très très forts, où on va voir que les concentrations en CO2 reviennent à un niveau égal à celui qu'il y avait il y a 60 millions d'années. Donc aujourd'hui, on serait au-dessus du scénario jaune. Voilà. Et ça nous amène donc à ces températures. Hein. Donc on pourrait viser des températures de l'ordre de plus 3 degrés en 2100 jusqu'en 2300. Voilà. Donc ces températures, comment on les obtient? On les obtient grâce aux modèles climatiques. Donc les modèles climatiques, c'est un assemblage de plusieurs modèles qui modélisent l'atmosphère, les océans, la cryosphère, la chimie atmosphérique, etc., etc. Et bien sûr, les surfaces continentales, et moi, je travaille sur ces modèles-là. Donc ces modèles, ce n'est pas des trucs faits sur un coin de table, c'est des grosses machines qui tournent sur des gros calculateurs, qui sont un condensé de tout ce qu'on sait faire en physique et en mathématiques pour résoudre des équations en lien avec les processus physiques, biophysiques et biochimiques. Donc c'est pas du n'importe quoi. Et donc, ces modèles, on va leur prescrire des forçages naturels. Donc les forçages naturels, c'est par exemple le soleil qui va chauffer la Terre, ou c'est par exemple les éruptions volcaniques qui vont envoyer dans l'atmosphère des aérosols qui, eux, refroidissent la Terre. Mais c'est aussi, on va leur fournir des forçages anthropiques, donc comme par exemple les concentrations en CO2 observées de l'atmosphère sur la période pré-industrielle jusqu'à aujourd'hui, ou les scénarios climatiques que nos collègues socio-économiques chercheurs nous délivrent. Donc, par exemple, si on regarde donc de 1850 à aujourd'hui l'évolution de la température observée en noir, on voit que nos modèles climatiques, ici en marron, arrivent dans ces conditions à reproduire exactement l'évolution de cette température globale. Si on considère seulement sur toute la période, on force nos modèles par exemple avec une concentration qui reste au niveau de la concentration pré-industrielle, on voit que les modèles vont simuler des températures globales qui sont incapables de représenter les observations, ce qui vous montre encore une fois l'impact de l'humanité sur le réchauffement climatique. Et cette figure, elle vous montre que ce que je viens de vous parler à l'échelle de toute la Terre, eh bien, il se produit dans toute cette petite boîte-là, en fait, il se produit partout sur les continents. Donc vous voyez que la température en noir augmente dans toutes ces boîtes, c'est-à-dire partout. Il n'y a pas une seule parcelle de terre sur cette planète qui ne se réchauffe pas. Donc le changement climatique, on peut aussi le voir comme ça, c'est-à-dire sur une espèce de code-barre. Donc toujours pareil, de 1850 à aujourd'hui, où chaque barre est une année, et on va voir ici la concentration en CO2 augmenter, la température qui est relative à la moyenne 1850-1950,
qui elle aussi va augmenter et très fortement ces 30 dernières années. Mais en fait, le changement climatique, il perturbe aussi le cycle hydrologique. Et on peut voir ici, par exemple, sur ce même graphique, l'évolution des précipitations sur l'hémisphère nord, les continents dans l'hémisphère nord qui vont augmenter ces 30 dernières années, et aussi, même si c'est moins flagrant, sur l'hémisphère sud. Alors pourquoi? C'est simple, c'est parce que comme les températures de l'atmosphère augmentent, il peut emmagasiner plus d'humidité. S'il emmagasine plus d'humidité, c'est les lois de Clausius-Clapeyron, et bien forcément, il peut donc augmenter les précipitations. Donc, et ça, c'est par exemple ce qu'on observe. Donc ici, vous avez 3 sources différentes d'observation. C'est les tendances de 1901 à 2010 ou de 1951 à 2010. Donc les tendances, ça veut dire que quand c'est bleu, les précipitations augmentent. Quand c'est marron, les précipitations diminuent. Et on peut voir que ces précipitations ont augmenté dans tout l'hémisphère nord, à part le pourtour méditerranéen ou l'Est asiatique. Et un peu ici, là. Et ont augmenté aussi dans l'hémisphère sud. Si on se projette maintenant dans un monde qui serait plus chaud de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, donc ce monde-là, c'est le monde qu'on aura en 2030-2035. C'est demain. Voilà. Donc ce monde-là, il va voir ses précipitations augmenter dans ces zones, diminuer sur le pourtour méditerranéen et donc le sud de la France. Bon, alors vous savez lire une carte, hein, diminuer sur l'Amazonie. Donc les zones de mousson que sont l'Afrique de l'Ouest ou l'Asie ici vont aussi se renforcer, etc. Donc, le deuxième élément perturbateur, ben, c'est toujours nous. Mais pourquoi? C'est parce que consommer toujours plus, c'est toujours plus de CO2 dans l'atmosphère, ok, on vient de le voir, mais consommer toujours plus, c'est toujours plus d'eau. Et beaucoup d'eau. Donc beaucoup d'eau, pourquoi? Donc à l'échelle planétaire, c'est 20% des prélèvements sont liés à l'industrie, 10% sont liés aux usages domestiques, c'est à nous, hein, qu'on se lave, on fait la vaisselle, etc., on lave nos chiens, bon, on lave nos voitures, que des choses essentielles. Donc cette eau, elle est prélevée où? Elle est prélevée dans les rivières, les lacs et les aquifères. Et ensuite, il y a toute une partie qui va être rendue à la nature, on va dire, et donc la part consommée de l'industrie et de l'activité domestique est à peu près de 5 à 15%. Donc ok, on ne consomme pas beaucoup d'eau finalement, par rapport à ce qu'on prélève, mais je ne veux pas dire, c'est pas parce que c'est pas mon domaine de recherche, mais je crois que l'état dans lequel on la rend n'est pas très bonne d'un point de vue thermique ou d'un point de vue de la pollution. Donc ensuite, les 70% restants, eh bien, en fait, c'est l'agriculture qui prélève de l'eau pour qui prélève de l'eau dans les rivières et dans les aquifères pour irriguer les champs. Donc voilà. Et la grande majorité est réévaporée dans l'atmosphère. Et une toute petite minorité va repartir vers les rivières ou se réinfiltrer jusque dans les sols ou les aquifères. Et c'est pour ça qu'en fait, on estime que l'agriculture consomme 60 à 80% de tous les prélèvements d'eau qu'elle effectue. Et donc, c'est le secteur le plus gourmand en ressources en eau à l'échelle mondiale aujourd'hui. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a envie de savoir où se situent ces prélèvements en eau pour l'agriculture. Donc c'est ce qui a été fait dans une publication récente de Wang et al. Donc où on peut voir que c'est surtout en Asie, dans le sud de l'Europe, là on voit la vallée du Pô d'ailleurs, en Italie, et dans l'est des États-Unis que les plus gros prélèvements en eau sont faits pour l'agriculture. Donc vous avez ici l'évolution de la moyenne globale sur les 40 dernières années de ces prélèvements en eau pour l'agriculture, ce qui représente à peu près 16 fois les débits de la somme de tous les fleuves de France, ou un tiers des débits annuels du fleuve Amazon. Donc c'est énorme. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a envie de se dire bon, ben, comment nos stocks d'eau sur la planète évoluent. Donc on a quelques outils quand même pour regarder ça. On a par exemple le satellite Grace, qui va pouvoir voir la variation
de tout le stock d'eau qui est contenu sur les continents. Donc le stock d'eau, c'est toute l'eau qui est contenue dans les eaux de surface, donc les lacs, rivières, etc. La neige, dans la végétation, l'humidité du sol et dans les aquifères. D'accord ? Donc on peut voir ici les zones jaunes qui montrent des diminutions de ce stock d'eau sur cette période 2002-2016 et les zones bleues qui montrent des augmentations. Donc on peut retrouver par exemple la fonte des glaciers, hein, on voit très bien ici ou ici. Et on a aussi l'impact donc des prélèvements en eau pour l'irrigation qui se voit très bien sur l'Asie et sur l'Est des États-Unis. Donc très récemment, c'est une publication qui vient de sortir en 2024, donc un collègue américain qui, grâce à des données observées de plusieurs milliers, même plus que des milliers je pense, de puits d'observation de piézomètres dans des aquifères, montre que ces aquifères ici, là en rouge, tous ces petits points rouges là, sont des aquifères où la nappe phréatique descend inexorablement entre 2000 et 2020. Voilà, et on voit très bien qu'il y a une très forte corrélation entre la diminution de ces nappes phréatiques, le niveau de ces nappes phréatiques et les prélèvements en eau pour l'irrigation. C'est d'ailleurs ce qui avait été plus ou moins montré par un modèle en 2019, hein, un modèle à base physique, mais physique très simplifié, par contre qui prend en compte, qui essaie de modéliser les activités humaines, donc c'est les collègues des Pays-Bas qui avaient fait ça, et qui montrait justement que dans les aquifères, ici et ici, effectivement, les nappes phréatiques allaient diminuer d'ici à 2100. Donc, une fois que tout ça est dit, on va se poser la question, nous c'est ce qu'on s'est posé comme question, donc quelle était l'évolution de la ressource en eau mondiale, en eau souterraine, parce que bon, vu que c'est la principale ressource, et qu'on ne peut pas, quand on fait de la recherche, s'attaquer à toutes les questions en même temps, on s'est d'abord attaqué à celle-là. Donc, pour s'attaquer à cette question, on a regardé l'évolution de la recharge. Pourquoi ? Parce que, j'ai essayé de vous l'expliquer, la recharge, c'est quand même le proxy de la ressource en eau souterraine par excellence, parce qu'elle représente la quantité d'eau qui peut être prélevée dans les aquifères sans compromettre la capacité de ceux-ci à se reconstituer sur le long terme. D'accord ? Bien sûr, si on prélève 100% de la recharge annuelle, l'aquifère il se reconstitue plus. Et on a voulu regarder et séparer l'effet du changement climatique et l'effet des impacts des prélèvements pour l'irrigation. Donc pour ce faire, on a utilisé tous ces modèles de climat. Donc c'est tous les modèles de climat qui sont développés dans les centres de par le monde, en Chine, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, en France. Et pour pouvoir utiliser ces modèles, donc chaque centre fait des simulations et tout est regroupé grâce au projet SEMIP6 du WCRP. Et donc on a accès après à toutes les données pour pouvoir faire les recherches que l'on veut. Donc ces modèles, on les a appliqués avec tous ces scénarios, donc tous les collègues. Donc vous avez donc ce que je vous disais, les scénarios durables, bon celui-là est déjà obsolète. Le scénario modéré qui est privilégié aujourd'hui, mais en fait on sait qu'on est déjà au-dessus. Un scénario plus basé sur les conflits, augmentation des inégalités dans le monde, et le climat passe au second plan. Bon, moi c'est un peu ce que je vois de ce qui se passe aujourd'hui. Et le SSP5 qui est là où on met le paquet sur les énergies fossiles, il semblerait que celui-là aussi, heureusement pour nous, soit obsolète. Donc aujourd'hui on serait entre le jaune et le vert. Et on a choisi de vous montrer nos résultats, parce que je ne peux pas tout vous montrer sur le scénario vert. Scénario jaune, je vais y arriver. Donc, ici, vous avez la recharge en eau moyennée sur la période 1971-2000, donc la période historique, simulée par les modèles climatiques. Et on retrouve très bien les zones où on n'a pas de problème de ressources en eau, et celles où forcément où la ressource en eau est quand même beaucoup plus limitée. Donc, ici, c'est exactement la même figure, sauf qu'on va la comparer, les petits ronds, là, c'est des observations de recharge qui existent de par le monde. Et donc, on va comparer ce que nous, on est capable de simuler avec des observations. Et je ne rentre pas dans les détails, parce que dans la publication que Maya a faite, on évalue nos modèles de manière plus poussée. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a une très très bonne concordance entre les observations et ce que sont capables de simuler les modèles.
Donc maintenant, je me projette en 2100, donc je regarde la moyenne de cette recharge en 2100 moins la moyenne de cette recharge sur la période historique, c'est ce que vous avez ici. Donc toutes les zones en bleu sont les zones où cette recharge, donc la ressource en eau va augmenter, et toutes celles qui sont en rouge sont les zones où cette recharge va diminuer, donc la ressource en eau va diminuer. Et en fait, les hachures sont là où 80% des modèles sont d'accord entre eux. Ça veut dire que c'est là où on a le plus de certitude. D'accord ? Donc ici, vous avez une image de l'effet du changement climatique sur cette ressource en eau souterraine. D'accord ? Donc on peut voir que par rapport à la figure que je vous ai montrée tout à l'heure, sur l'évolution prévue des précipitations, qu'il y a une concordance totale entre l'évolution de ces précipitations et l'évolution de cette recharge en eau. Donc maintenant, si je m'intéresse aux prélèvements pour l'irrigation, donc j'ai ici les prélèvements effectués dans les aquifères qui sont estimés toujours par Wang et al. Dans le monde. Et là, j'ai leurs projections, toujours pareil, je fais le futur moins le présent. J'ai leurs projections qui sont estimées par un collègue à eux, Kahn et al., qui ont été faits très récemment. Voilà. Donc on peut voir que ces prélèvements, en général, soit stagnent, soit augmentent dans certaines zones du monde. Donc, alors, ouais, je vous ai remis la recharge parce que pour vous redire que ça, c'est la quantité d'eau que l'on peut prélever sans compromettre la reconstitution sur le long terme des aquifères. Donc, c'est ce qu'on appelle les prélèvements en eau renouvelables, par opposition aux prélèvements en eau non renouvelables, que l'on obtient en faisant la recharge moins les prélèvements, et qui est donc lorsque c'est rouge dans les zones ici, ça veut dire que les prélèvements sont supérieurs à la recharge, c'est-à-dire qu'on est en train d'épuiser les ressources. Et cette carte que l'on a obtenue, elle est totalement en accord avec... donc ça, c'est sur la période historique. Et donc c'est totalement en accord avec les observations qui sont effectuées aujourd'hui dans le monde. Donc on peut voir par exemple l'Inde ici, qui est toute rouge, ou l'Est des États-Unis. Donc maintenant, si je m'intéresse à ce qui va se passer dans le futur, je vous ai mis en haut l'effet du changement climatique que je vous ai montré tout à l'heure sur la ressource, et je vous ai mis en bas l'effet du changement climatique plus de l'irrigation. Donc c'est toujours pareil, les zones rouges, c'est les zones qui vont voir leurs ressources diminuer, les zones bleues, c'est les zones qui vont voir leurs ressources augmenter. Donc les prélèvements dans tout ça, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, il y a des zones, comme ici en Europe, sur le pourtour méditerranéen ou dans les États-Unis, où les prélèvements vont amplifier la diminution de la ressource en eau initiée par le changement climatique. D'accord ? Il y a des zones où les prélèvements vont limiter l'augmentation naturelle liée à une augmentation des précipitations. Et il y a des zones où les prélèvements vont inverser le signe des projections, c'est-à-dire que le changement climatique va induire plus de précipitations, donc plus de ressources, mais vu qu'on va puiser de plus en plus d'eau, eh bien, en fait, il y aura moins d'eau, si vous me suivez. Donc, tout ça pour dire que l'effet des prélèvements en eau dans certaines régions du monde peuvent être supérieurs ou égal à l'effet du changement climatique. Donc maintenant, si je résume tout ça par cette évolution globale, on peut voir ici l'évolution de 1971 à 2100 des prélèvements totaux dans les aquifères, et ici, la part non renouvelable, et on obtient donc, en faisant un petit calcul simple, que 33% de l'eau prélevée à l'échelle mondiale est non renouvelable aujourd'hui en 2020. J'ai pris 2020 pour aujourd'hui, vous ne m'en voudrez pas. Et le problème de tout ça, on pourrait se dire, oui, mais alors c'est bien, parce que finalement, les prélèvements, ils stagnent, donc on ne fait pas trop de bêtises. Et les prélèvements non renouvelables aussi, ils stagnent, donc on ne fait pas trop de bêtises. Ben en fait, non, parce que c'est comme quand vous puisez de plus en plus dans votre compte en banque, au bout d'un moment, vous avez de moins en moins d'argent, quoi. Et ben c'est exactement ce qui se passe, c'est qu'on est en train de générer une dette hydrique à l'échelle mondiale qui croît ici, vous voyez. Mince, je suis allé trop vite. Bon, vous l'avez ici. Qui croît à un taux qui est équivalent à 2 fois le débit annuel de tous les fleuves de France. Donc en conclusion, les prélèvements non renouvelables se situent préférentiellement dans les régions fortement irriguées et forcément des régions où les précipitations sont faibles, à part ici en Asie.
Dans le futur, donc l'effet de ces prélèvements dans cette région peut être supérieur ou égal à l'effet du changement climatique, même si la ressource en eau mondiale va augmenter. Ce qui, bon, c'est pas non plus une super nouvelle, hein, parce que dans les zones toutes bleues, les risques d'inondation augmentent. Donc ensuite, ce qu'on a pu vous montrer, c'est qu'aujourd'hui, à peu près 33% des prélèvements mondiaux sont non renouvelables et que ça crée donc une dette hydrique colossale. Donc les perspectives de ce travail, parce qu'en recherche on a toujours des perspectives, c'est aujourd'hui dans les modèles climatiques, on ne modélise pas vraiment l'anthropisation du cycle de l'eau. Et c'est sur ce sur quoi on travaille aujourd'hui, arriver à modéliser ça. Pourquoi? Parce qu'on veut affiner ce que je vous ai montré, faire des choses plus précises, que ce soit sur revisiter le passé ou aller dans l'avenir. Mais aussi, on suspecte certaines choses, comme l'irrigation par exemple, qui pourraient avoir des rétroactions désirées ou indésirables sur le système climatique. Et il n'y a que les modèles qui nous permettent d'étudier ce genre de choses. Voilà, je vous remercie.